merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être là. Sébastien m'a présenté. Juste quelques petits points pour les questions. Laissez-les dans le chat. Sébastien, si Jean-Sébastien, tu vas être présent pendant la présentation. Oui, je vais être là. Si tu vois des questions, peut-être me les lire. J'ai personne avec moi pour me les lire. Des fois, si tu vois que c'est des questions qui auraient intérêt à être répondues sur le coup. Sinon, je vais laisser une petite période à la toute fin pour garder ça ensemble. Excellent. OK. Maintenant, le concept, c'est plutôt un concept qu'on va regarder aujourd'hui, qu'on appelle l'assurance croissance RBC. Oui, mais pour les enfants, puis on parle de valeur croissante pour les enfants qui grandissent. C'est un concept, je vous le dis d'avance, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, mais tous les conseillers ont sûrement un client ou quelques clients pour qui ça peut être utile. Donc, ça peut vous distinguer là, parmi d'autres conseillers qui ne pensent pas à ce type de concept-là. Donc, on va regarder l'ordre du jour ensemble. On va d'abord commencer par réorienter la conversation sur l'assurance vie pour les enfants. J'ai déjà été conseiller moi-même, puis c'était le sujet le plus tabou, le plus difficile à aborder quand on parle, dans certaines communautés plus que d'autres, d'aborder le fait d'assurer un enfant en cas de décès. C'est pas toujours évident d'aborder la solution. Mais ici, ce qu'on va faire, on regarde plutôt un transfert intergénérationnel offrant un traitement fiscal préférentiel grâce à ce qu'on appelle chez nous l'assurance vie en cascade. Donc, c'est un outil d'optimisation fiscale. Donc, ça enlève un peu la conversation si ton enfant décède, voici ce qui arrive. C'est pas ça. C'est plutôt comment on va transférer des actifs d'une façon fiscalement avantageuse pour vous, étant le grand-parent, évidemment, ou le parent. Donc, d'abord et avant tout, la souscription de l'assurance vie entière avec participation pour un enfant, ce que ça permet, c'est que ça garantit qu'il y aura un accès à une couverture sa vie durant. Ça, c'est évident, ça va de soi. Tant que la police est maintenue en vigueur, aucun problème de santé qui survient plus tard dans la vie, il n'y aura aucune incidence sur la protection. Des fois, ce n'est pas juste des questions de santé, ça peut être des habitudes de vie, perte de permis de conduire, faillite, des problèmes financiers, c'est tous des éléments qui font en sorte qu'une personne n'est plus assurable. Donc, ça, on vient le garantir tout de suite. Quand on parle d'un petit enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, ben, les habitudes de vie, ça n'a aucun impact. Généralement, il boit du lait, puis c'est tout. Ses habitudes de vie sont généralement bonnes. Puis encore, tout au long de la présentation, je veux que vous restez à l'esprit. Je ne parle pas seulement de l'assurance vie avec participation pour les enfants, mais aussi des excellentes options qu'elle offre en termes de planification financière. Donc, ce n'est pas seulement de l'assurance vie. Donc, ce n'est pas un outil d'assurance, c'est qu'on va se servir de l'assurance parce qu'il y a des garanties puis il y a des stratégies qui sont fiscalement avantageuses pour le parent et le grand-parent en assurant l'enfant. Ça va? Donc, première étape, l'enfance. D'abord et avant tout, la souscription d'une assurance vie entière. Puis ici, on va toujours parler d'assurance vie avec participation pour un enfant garanti qu'il aura un accès à une couverture sa vie durant. Tant que la police est maintenue en vigueur, la protection est en place pour la vie. Au début de l'âge adulte, l'assurance croissance RBC présente l'avantage supplémentaire d'offrir une valeur de rachat intégrée à la police qui peut être utilisée pour des dépenses importantes. À titre d'exemple, puis là, je parle au début de la police pour un enfant, peut-être pour les études postsecondaires. Ça peut être pour partir en enfer, ça peut être pour la retraite plus tard. Donc, à ce stade de la vie de l'enfance, cette valeur aura augmenté grâce à la décision de commencer à souscrire la police tôt. Donc, plus tôt est l'enfant, au début de l'âge adulte, il va avoir assez de temps qui va être accumulé pour accroître la valeur de rachat. Ça, c'est très important. Parce que si on commence avec un enfant, disons, de 17, 15, 16, 17, 18 ans, c'est un peu tard pour optimiser la stratégie. Ça marche quand même, mais les valeurs de rachat, ils n'ont pas assez de temps de grandir de façon
significative. Bon, donc ici, le mode de paiement qu'on va choisir, c'est des BAL, bonus d'assurance libérés. Le montant d'assurance que procure la police va augmenter si vous décidez de réinvestir la protection. Ça signifie que le capital d'essai va augmenter aussi, sans que vous ayez à payer des frais supplémentaires, en réinvestissant ainsi les participations. Donc, les participations servent à racheter de l'assurance additionnelle et d'accroître la valeur de rachat additionnelle au fil du temps. Donc, je ne parle pas ici encore d'options de dépôt supplémentaires, ça va venir. Donc, je parle simplement le mode d'affectation des participations qui va être en bonus d'assurance libérée. Les autres modes sont moins efficaces. Ça va? Puis là, le mode de la durée, ça va être 10 ans, 20 ans ou 100 ans, ça va varier selon l'horizon de placement, l'âge de l'enfant, le risque que le propriétaire veut prendre en termes de paiement des primes. Donc, tout ça va être, c'est un petit peu subjectif, mais d'expérience, les dossiers qu'on va rentrer chez nous, ça va être surtout le payable 20 ans. C'est généralement le sweet spot. Le 10 ans, c'est un petit peu dispendieux, il y a moins de flexibilité. Le 100 ans, il y a plus de risques. Donc, le 20 ans, c'est vraiment l'option la plus populaire. Mais ceci étant dit, il y a rien, il y a des avantages additionnels à aller avec le payable 100 ans. On peut mettre encore plus d'options de dépôt supplémentaires. Le rendement il est accru si on regarde uniquement le taux de rendement interne. Le paiement 10 ans, ben, l'avantage, c'est que c'est la façon la plus conservatrice, la plus garantie, mais également la plus coûteuse annuellement. Mais on va le regarder plus tard. Donc, les produits qu'on on a assurance croissance RBC, puis on a assurance croissance plus RBC. La grosse différence, c'est que la croissance plus, puis les deux sont bonnes pour les enfants. La croissance plus, d'abord, ça commence à 250 000 de couverture. Donc, on va regarder une catégorie d'individus qui sont prêts à assurer un plus gros montant. Mais gardez à l'esprit que c'est une personne, l'assuré, qui est généralement un très petit enfant, disons aux alentours de 4-5 ans. Donc, 250 000 pour un enfant de 4-5 ans. Oui, ça peut être une somme d'argent substantielle, mais ce n'est pas comme en âge adulte. Donc, croissance plus, donc celle qu'on voit ici à l'écran, la dernière, c'est les valeurs de rachat les plus rapides à court terme. Donc, on va l'utiliser. Je ne veux pas parler de PFI aujourd'hui, mais c'est la version qu'on utilise pour un PFI. C'est juste, ça donne un peu de repère. Là. Des fois, les conseillers vont appeler la version valeur, la version, bref, où le taux de rendement interne est le plus rapide à court terme. On va s'en servir aussi quand l'enfant est plus vieux. Donc, on a besoin des valeurs de rachat. Donc, si on le fait pour un enfant de 15-16 ans, des fois, l'assurance croissance plus va être plus avantageuse parce que financement des études postsecondaires à l'âge de 25-26 ans, on a moins de temps d'accumulation, donc on va privilégier l'assurance croissance plus. Mais ceci étant dit, je peux vous venir en aide. Il y a différentes ressources à l'intérieur de RBC, dont moi j'en fais partie. On peut vous aider à monter le scénario optimal selon l'objectif de vos clients. L'assurance croissance, c'est la version qu'on appelle patrimoine. C'est généralement l'option qui est la plus populaire, donc la plus utilisée. C'est à partir de 25 000 de couverture que ça commence, avec des participations plus abordables. Ça va avantager plutôt le long terme. Donc, l'enfant est très, très jeune, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Généralement, on va prendre assurance croissance plus. Ça va être plus rentable à long terme. Donc, si vous voulez avoir une idée, là, c'est l'horizon quand on dépasse le 20 ans, l'assurance croissance va être, il va avoir un taux de rendement interne plus élevé passé 20 ans, de façon générale. Bon. Maintenant, la garantie d'assurabilité des jeunes. Donc, chaque police
police participante d'RBC Assurance comporte une garantie d'assurabilité qui est inclue d'office à même la vie entière participante. Donc, vous n'avez pas à le chercher. On va le regarder tantôt dans le logiciel, ce que ça peut ressembler. Mais vous n'avez pas à la chercher, est inclus d'office pour toutes les polices vie entière participantes RBC où l'assuré a entre 0 et 17 ans au moment de la souscription. À condition, il y a une condition, que l'enfant soit jugé un risque standard. OK? Maintenant, elle permet à l'assuré de souscrire ultérieurement à un montant d'assurance vie supplémentaire sans avoir à fournir des renseignements à jour sur son état de santé ou son mode de vie. Donc, tout ce qui a trait au mode de vie, statut fumeur, non-fumeur, usage de drogue, permis de conduire, rien de ça est considéré quand on exerce la garantie d'assurabilité. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que la nouvelle police exercée suite à l'exercice de la garantie d'assurabilité, elle peut être temporaire ou permanente qui est offerte par RBC au moment de l'exercice. Donc, ils ont accès à tous les produits d'assurance qui soient temporaires ou permanents. Donc, ce n'est pas tous les assureurs qui vont le permettre. Il y en a qui vont dire oui, l'exercice de garantie d'assurabilité est permis, mais seulement en vie entière, par exemple. Mais là, au moment de l'exercice, peut-être que l'enfant, le parent, le grand-parent, il n'a pas les sous ou les liquidités nécessaires pour mettre en place l'exercice. Donc, il arrive très souvent où les exercices, ils ne sont pas exercés, autrement dit. En termes d'application, d'utiliser ou de souscrire à l'exercice, on va le regarder ensemble. Donc, on va regarder en premier, c'est quoi les maximums puis les limites de la garantie d'assurabilité. Puis après, on va regarder comment on fait à quel moment on peut les exercer. Donc, je rappelle, c'est inclus, la garantie d'assurabilité est inclus d'office en frais supplémentaires avec chaque police. Donc, quand vous allez dans notre système d'illustration, faites une illustration, police d'un enfant, garantie d'assurabilité, vous n'avez pas à la chercher, elle est inclus d'office. Maintenant, ce que ça permet de faire, c'est on va prendre le montant de base. Donc, si on prend 50 000 de vie entière participante, les exercices vont aller jusqu'à 5 fois la couverture initiale, jusqu'à concurrence de 250 000 par option. Donc, s'il y a 50 000 d'assurance de base, il y a déjà le maximum disponible qui est de 250 000 par option. Le maximum, puis là, ça devient, il y a beaucoup de chiffres, là, mais le plafond global de tous les exercices est de 500 000. Donc, au total, il peut y avoir 500 000 d'exercices de garantie à l'âge adulte. Il y a 3 options qui peuvent être prises entre l'âge de 18 et 40 ans. C'est très large. Puis le temps pour les exercer, je crois que c'est relativement unique. C'est qu'on peut les exercer de l'âge de 18 à 40 ans aux 3 ans. Donc, à l'âge de 18, on peut faire un exercice. 21, un autre exercice. 24, un autre exercice. 27, ainsi de suite, jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis évidemment, on peut aussi l'exercer quand il y a un événement marquant, dont un mariage, la naissance d'un propre enfant, etc. Donc, il y a une autre possibilité de l'exercer. Donc, on le rend en sorte qu'on a une garantie d'assurabilité, mais qui est utile et pratique d'utilisation. Donc, en termes de montant, c'est quand même bien. 100 000, c'est beaucoup pour les garanties offertes sur le marché. Fréquence aux 3 ans à partir de 18 ans, ça arrive assez souvent. Donc, s'il a manqué une opportunité de faire l'exercice, c'est juste 3 ans pour que la prochaine arrive. Et de prendre, comme je l'ai dit tantôt, soit exercice T10 ou n'importe quel temporaire ou vie entière disponible sur le marché des produits RBC. Et si l'exercice est fait sous forme de temporaire, c'est une temporaire régulière, ce n'est pas une temporaire qui est différente de ce qu'on vend sur le marché. Donc, toutes les options de transformation,
transformation partielle, on va le regarder un petit peu plus tard, sont disponibles suite à l'exercice. En termes de setup, excusez mon anglicisme, comment qu'on va faire pour débuter la stratégie, comment qu'on va la mettre en place, c'est qu'on va utiliser Assurance Croissance, RBC ici. On va mettre titulaire, grand-maman ou grand-papa, ou les deux, peu importe. Ben là, c'est pour l'Ontario. Je présume que plusieurs d'entre vous êtes au Québec, mais sélectionnez la province. Type de titulaire, généralement particulier pour la stratégie qu'on va regarder ensemble, mais ça pourrait aussi être une entité, une incorporation. Option de paiement des primes, 20 ans de paiement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est le plus populaire. Possible de le mettre 10 ans ou 100 ans. Sur une tête, un montant de couverture, bonification d'assurance libérée, ici très important pour qu'il y ait une croissance, une accumulation qui se fait. Barème des participations, ça, je pense que ça va. Puis, on va présumer ici une prime annuelle de 1532 pour 100 000 pour une petite fille. N'oubliez pas, je le sais, c'est possible d'avoir une couverture moins dispendieuse, donc une prime moins élevée pour un bébé ou pour une petite fille ou un garçon. Mais ici, c'est pas la stratégie, c'est pas le but, c'est pas d'avoir le coût le moins cher pour l'assurance, c'est d'avoir le rendement le plus élevé pour léguer le plus possible et optimiser le transfert intergénérationnel le plus possible. Donc, oui, je peux avoir moins cher, je peux mettre option de capital assuré majoré au lieu de mettre bonification d'assurance libérée. On peut le faire chez RBC également, mais ce n'est pas de ce que je parle ou de ce que je traite aujourd'hui. Donc, on va le voir ici, un petit exemple de ce qui paraît dans l'illustration. Donc, on le voit ici, 100 000 de couverture, 1482 et l'option garantie d'assurabilité, montant maximum 500 000, 250 000 par option. Si j'aurais mis 25 000 de couverture au lieu de 100 000, ça aurait fait le calcul des maximums des options. Donc, vous n'avez pas à vous casser la tête à savoir qu'est-ce que Nelson m'a dit. J'ai 5 fois le montant, etc. Ça va vous le calculer automatiquement. Donc, ici, je sais que j'ai 250 000 par option à partir de l'âge de 18 ans. J'ai un maximum de 500 000 au total. C'est décrit dans l'illustration. Maintenant, garantie d'assurabilité au fait au titre des polices d'assurance pour enfants et peut être exercé que pour une transformation en assurance permanente. Donc, un coup qu'on a, ça, c'est ce qu'on voit surtout dans l'industrie, mais ce qui n'est pas, donc, comme je l'ai dit tantôt, quand on a une garantie d'assurabilité par enfant, mais on est obligé d'aller en permanent, bien, souvent, ils ne sont pas exercés, ces garanties-là. À RBC, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire en sorte que la garantie d'assurabilité des jeunes soit vraiment utilisée, puis puisse servir à protéger la capacité de l'enfant à obtenir une couverture dont la croissance il va augmenter à mesure qu'il vieillit. Puis c'est pourquoi on a décidé d'offrir la possibilité d'exercer cette option de transformation en assurance temporaire ou permanente. Je répète, comme je l'ai dit tantôt, la police d'assurance temporaire établie suite à la transformation comporte son propre droit de transformation en assurance permanente. OK? Donc, ici, on le voit, juste un exemple. Donc, on part avec 100 000 à l'âge de 1 an. À 24 ans, on ajoute une assurance vie temporaire. Généralement, les jeunes, c'est ce qu'on préconise ou on encourage à faire, c'est d'utiliser le plus la couverture est plus importante que les valeurs à ce point-ci de leur vie. Donc, rajouter à nouveau à l'âge de 30 ans un 250 000 additionnel. Puis à 39 ans, on va présumer que pour moi, c'est un jeune adulte. Il va rajouter un autre 100 000 additionnel. Donc, il est parti avec 100 000, puis sans fournir de preuve d'assurabilité quelconque, il s'est retrouvé à 550 000 de couverture totale. Et encore, transformation disponible. En termes de valeur, donc on va regarder les valeurs, puis ça va, je vais suivre après avec le concept qu'on va appeler le concept en cascade. Mais juste pour regarder les valeurs, donc on prend, on gardait à l'esprit 1 500 $, c'est
j'aime pas dire le coût, là, c'est le déboursé annuel ou l'investissement annuel qui a été fait. On a opté pour une option 20 ans des primes. Donc, au total, ça fait 30 000 de valeur de rachat. Excusez, le 30 144, c'est le déboursé total sur 20 ans. Maintenant, en termes de rendement, on va regarder à l'âge de 25 ans. C'est comme une âge cible qu'on va surtout regarder ou qu'on présente aux clients. De valeur de rachat, donc déboursé de 1532, 30 000, donc on a 31 000, donc on a fait le break-even. Donc, il y a moyen de l'accroître, on va le regarder plus tard, mais il y a toujours un jeu qui est fait entre prime, rendement, puis investissement total. Donc, il y a toujours un compromis à faire. Donc, idéalement, on veut la prime la moins chère possible, on veut le rendement le plus important possible, mais souvent, il y a comme un exercice à faire avec le client, de savoir c'est quoi qui est le plus important. Est-ce que c'est ses liquidités actuelles? Est-ce que c'est le rendement qu'il veut avoir? Est-ce que c'est la couverture totale de l'enfant qui est le plus préoccupant? Donc, ça, c'est tous des éléments à prendre en considération. Mais si on va y aller avec un cas classique, ou à l'âge de 20 ans. Puis je répète ici, l'objectif n'est pas nécessairement d'avoir la valeur de rachat la plus élevée à 25 ans. Ça peut être plus tard dans leur vie. Donc ici, on va voir, puis encore là, il y a juste 30 000. C'est tout ce qui a été déboursé à vie du contrat. À l'âge de 65 ans, l'enfant, évidemment, il y en a pour plus de 10 fois plus de valeur de rachat disponible. Ici. On le regarde aussi au barème de participation moyen. Donc, notre barème est à 6 actuellement. Donc, en moyen, c'est sûr que ça a un impact sur les valeurs. Bref. Puis, encore là, les liquidités, il y a différentes façons d'y prendre. Il y en a 3 importantes. Donc, on peut racheter la police, soit faire des retraits des valeurs de rachat. On peut faire des emprunts sur police, ou on peut céder la police en garantie pour accéder à ces fonds-là. Donc, une cessation en garantie qui est disponible aussi. Donc, c'est toutes des façons de faire différentes pour avoir accès aux liquidités. Il y a des impacts fiscaux différents. Donc, ça va être à évaluer et à prendre en considération. Maintenant, on va le regarder une autre façon qui est très populaire parce que souvent, les gens qui vont mettre la stratégie que je vais établir plus tard, c'est des gens qui sont assez bien nantis. L'idée, c'est qu'ils ont des revenus ou des actifs accumulés relativement importants qui veulent faire un transfert intergénérationnel. Donc, ici, ils vont souvent utiliser ce qu'on appelle l'option de dépôt supplémentaire. Donc, comment on le fait dans le logiciel? C'est qu'on va cliquer sur le bouton « Calculer les dépôts additionnels ». Donc, au lieu de rentrer le montant de couverture qu'on souhaite, donc tantôt, j'ai été avec, exemple, 100 000 de couverture. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les dépôts additionnels, calculer pour option de dépôt additionnel, ODA, et on va rentrer le total des dépôts. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer on fait à rebours. Donc, avec une prime donnée, c'est quoi la façon la plus efficace fiscalement de le traiter? La façon la plus efficace pour un payable 20 ans, c'est qu'en total de dépôt, pour une prime de 500 000, c'est de 1 989 de dépôt additionnel et la prime d'assurance est de 3 000. Donc, pour un total de 5 000. Donc, ça va tout de suite calculer le maximum de dépôts supplémentaires pour un dépôt donné. Si je veux avoir un ratio plus élevé, donc l'option de dépôt supplémentaire, ça va maximiser les valeurs de rachat. Également, la croissance de l'assurance va être plus rapide quand on utilise l'option de dépôt supplémentaire ou l'option de dépôt additionnel. Le payable 20 ans, c'est une option. Si on veut en mettre davantage pour une prime donnée, bien, si je vois avec le payable 100 ans, mon ratio d'options de dépôt supplémentaire va être encore plus élevé. Donc, au lieu d'être 50-50, ça va être comme, ça serait sensiblement 1 500 de coût de la prime, mais 3 500 d'options de dépôt supplémentaires approximativement. Donc, beaucoup plus gros. Ça va? Quand j'utilise l'option de dépôt supplémentaire sur un 20 ans, regardons ce que ça fait en termes de valeur.
Donc, tantôt, on avait comme une espèce de point d'équivalence à l'âge de 25 ans, donc le total des primes payées, valeur de rachat relativement équivalent. Ici, pour 5 000 en utilisant l'option de dépôt supplémentaire, donc total 50 000 non, pardon, 100 000 de primes totales sur 20 ans. Donc, on regarde ici, on a beaucoup plus, donc 50 de plus de valeur disponible. Donc ici, 150 000, pas loin de 150 000 de valeur de rachat. Là, ça commence à être un montant qui, facilement, on peut considérer l'utiliser pour des études postsecondaires. Surtout si les enfants vont étudier dans une ville autre que la ville natale. Donc, ça peut servir à cette fin. Ça peut servir partir une entreprise. Donc, l'idée, là, c'est pas de dire quoi faire avec l'argent, c'est d'illustrer aux clients les options puis le potentiel qui est disponible avec 150 000, disons, de valeur de rachat. Évidemment, si règle de base, c'est au lieu de 5 000, si je le fais pour 10 000, ben, il y en aurait 2 fois plus, 300 000, à peu près. Ça peut être, l'horizon peut être plus vieux, donc c'est assez subjectif, ça peut être 1,5 million. Donc, le taux de rendement, il est optimisé, puis je répète, puis je ne peux pas le répéter assez souvent, il est optimisé avec l'option de dépôt supplémentaire. Puis oui, l'option de dépôt supplémentaire en termes de commission pour le conseiller, puis je veux l'aborder parce que c'est comme un sujet que souvent les conseillers ne le disent pas, mais certains peuvent y passer. Oui, ça génère moins de commissions, puis ça, c'est vrai avec RBC, c'est vrai avec n'importe quel assureur, parce que c'est vraiment un placement. Donc, la commission est plus basse, mais si vous travaillez réellement dans l'intérêt de votre client puis vous voulez vraiment optimiser les valeurs de rachat, utilisez l'option de dépôt supplémentaire parce qu'il y a d'autres conseillers qui le font. Puis c'est vraiment la façon de rentabiliser les polices pour enfants. Donc, je ne peux pas le répéter assez, là, je le recommande fortement. Option de dépôt supplémentaire. Maintenant, ce que je vais aborder maintenant, c'est vrai que ce soit pour les polices d'enfants ou pour les polices adultes, c'est vrai, c'est que quand on parle d'options de dépôt additionnelles, on cherche la souplesse. Donc, très, très important. Règle de base chez RBC, donc aussitôt que l'option de dépôt supplémentaire est choisie au moment de la souscription, en autant que la première prime soit payée, que la prime soit mensuelle ou annuelle, on peut jouer ou le client peut décider de suspendre, d'arrêter, de réduire, de faire ce qu'il veut avec l'option dépôt supplémentaire. Donc, il est libre de faire ce qu'il veut tant et aussi longtemps que le premier exercice d'option dépôt supplémentaire a été fait. Ça va? Donc, il peut l'arrêter. Puis, il n'y a pas de limite. Certains assureurs vont dire, par exemple, si tu arrêtes l'option de dépôt additionnel pendant 5 ans, puis tu veux le reprendre par la suite, ben tu dois passer en tarification. Chez RBC Assurance, ce n'est pas le cas. Tu peux arrêter pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, le reprendre. Il n'y a aucune question d'assurabilité. Un autre point saillant chez RBC que je vais dire, c'est quand on fait une transformation d'un temporaire. Par exemple, l'enfant, dans le cas précédent, il a souscrit à l'âge de 18 ans, il a exercé son option d'assurance, sa garantie d'assurabilité. Il a opté pour un T10, exemple, de 150 000. Il va le transformer en option de dépôt en vie entière participante, éventuellement. Il peut maximiser l'option de dépôt supplémentaire sans passer par la souscription, ce qui est relativement unique. Donc, on ne tient pas compte du montant net au risque, comme certains assureurs vont faire. Donc, quand on fait une transformation d'un temporaire en vie entière participante, bien, oui, tu peux mettre l'option de dépôt supplémentaire, mais tant aussi longtemps que le montant net au risque ne dépasse pas le temporaire initial. Chez RBC, ce n'est pas le cas. Donc, on transforme un temporaire en vie entière participante, puis on peut faire max ODS, max option de dépôt supplémentaire, sans passer par la tarification. Ça va? Si je m'exprime mal ou si vous êtes confus avec ce que je suis en train d'avancer là, simplement me l'écrire dans le courriel,
Et je peux vous l'expliquer avec un exemple concret en personne. Je pense que ça va mieux. C'est plus facile de l'expliquer que dans une présentation. Maintenant, le point le plus important, puis le highlight. Est-ce que tu veux arrêter, Sébastien, pour donner le... C'est quoi tu voulais dire? Il fallait que les conseillers rentrent quelque chose dans le chat? Oui, effectivement. Mais là, c'est ça, ça va être le moment. Dans le fond, les conseillers vont pouvoir indiquer justement leur nom, prénom, donc nom complet, ainsi que leur numéro à l'AMF. OK, parfait. Donc, si vous avez, comme Sébastien l'a indiqué, nom, prénom, nom de famille, numéro AMF, oui, Oui, numéro de permis, et c'est ce qui va déterminer. Puis si vous êtes là à la fin, je présume qu'il y a un crédit du UFC qui va être octroyé. Exactement. Donc, Il ça faut tout de va? même rester jusqu'à la fin, là, même si c'est fait. Oui. C'est vraiment important. Nous autres, on a les feuilles de présence avec le temps que vous avez été là. Donc, si vous quittez là, immédiatement, exemple, ben, vous n'aurez pas votre UFC. Oui, exact. Puis si vous regardez d'autres écrans, il y a moyen de le savoir aussi avec la présentation. Donc, essayez de garder au moins un écran avec le diaporama d'ouvert parce que si vous ne le regardez pas puis vous faites d'autres choses puis aucun écran d'ouvert avec la présentation, l'AMF est capable de le retracer avec les paramètres qu'on leur donne. Un petit conseil. Donc, maintenant la partie suivante. On va parler ici de transfert de patrimoine. L'ARC ne fait pas beaucoup de cadeaux. Puis ici, on ne va pas appeler ça un cadeau, mais en quelque sorte, c'est un cadeau qui est fait parce qu'on sait très bien que quand il y a un décès d'un individu, oui, c'est possible de faire des transferts d'un conjoint à l'autre. Donc, on peut rouler au conjoint avec des nets d'impôts, autrement dit. Tous les actifs peuvent être transférés au conjoint survivant. Pour les enfants, ce n'est pas le cas. Donc, quand on transfère d'un grand-parent à un enfant ou à un petit-enfant, ben, il y a une disposition qui est présumée pour l'ensemble des actifs, sauf un. Un, s'il est bien monté. Donc, c'est une police d'assurance vie peut être transférée à un enfant ou à un petit-enfant si le setup est bien fait. Donc, si la mise en place est bien structurée, c'est ce qu'on appelle chez nous l'approche en cascade. On s'entend de l'accumulation du patrimoine avec un report d'impôt suivi d'un transfert de l'assurance vie aux enfants ou aux petits-enfants. L'avantage du transfert des actifs est la réduction des impôts puis la maintien du contrôle du titulaire principal. Donc, ici, on parle du grand-parent. Donc, il y a deux avantages principaux. Minimisation des impôts lors du transfert et conservation du contrôle des actifs. Donc, l'option alternative, ça serait de, oui, je peux transférer des actifs tout de suite à mes petits-enfants, puis ils vont avoir le rendement qu'ils auront, paieront l'impôt après, donc il n'y aura pas mais perte de contrôle. Il y a aussi la création d'un instrument d'épargne fiscalement avantageux pour les enfants pour financer, comme on l'a vu tantôt, les études ou d'autres dépenses futures. Une création d'une source de revenus à la retraite pour les enfants. Donc, on pourrait préconiser une stratégie d'assurance retraite qui peut être faite avec la police, donc pour financer leur retraite. Le transfert des actifs aux enfants permet, c'est un avantage de bloquer, puis les individus ont intérêt à bloquer le coût d'assurance pendant que l'assuré est jeune, parce que ça va optimiser la valeur qui est transférée dans le futur. Donc, le montant, avec tous les actifs, le montant du revenu à déclarer quand il y a un transfert est le même pour l'une ou l'autre des solutions. Toutefois, si l'option de transfert normal sans lien de dépendance est choisie, l'impôt doit être payé immédiatement par le titulaire de la police initiale. Donc, si je fais il y a un décès, puis le titulaire, ben, sa police va à la succession, ben, il y a un gain sur police qui va être calculé, impôt à payer. Donc, l'approche en cascade permet de différer l'impôt jusqu'au moment du rachat de la police et transfère la responsabilité au nouveau titulaire de police qui se situe probablement dans une tranche d'imposition moins élevée.
le concept d'assurance vie en cascade, ils veulent transférer des actifs à leurs enfants, aux petits-enfants, en réduisant le plus possible les incidences fiscales, puis, encore une fois, je répète, en conservant le contrôle. Donc, on s'entend, c'est l'accumulation du patrimoine avec report d'impôt suivi par le transfert d'assurance vie aux enfants. Maintenant, à quoi ça ressemble? Donc, la première étape, donc ici, je suis en train de donner la recette. Comment faire le setup pour pouvoir justement utiliser la stratégie en cascade. La première étape, on va présumer, on le fait avec 3 générations. Donc, le grand-parent souscrit à une assurance vie sur la tête de son petit-enfant. Au cas où il arriverait quelque chose au grand-parent, ben c'est le parent qui est ajouté comme titulaire subrogé. Donc, il y a décès du grand-parent, automatiquement, ça ne va pas à sa succession à la police parce que si on ne met pas de titulaire subrogé, ça va à la succession du grand-parent, imposition. Donc, la stratégie ne marche pas. Il faut avoir le titulaire subrogé comme étant le fils, donc la génération 2, le parent. Deuxième étape, une fois que le grand-parent est prêt, il peut faire le don de la police aux parents. Autrement, si le grand-parent décède, puis n'oubliez pas que le parent était le titulaire subrogé et qui est maintenant le titulaire de la police à la deuxième étape. Dans les deux cas, le transfert de la propriété serait pas une disposition et n'aurait aucune conséquence fiscale. Donc, que ce soit au décès du grand-parent ou au transfert du vivant, il n'y a pas d'impact fiscal parce que la police est cédée à son enfant. La police pourrait aussi être transférée directement au petit-enfant s'il a atteint l'âge de la majorité. Dans ces cas-là aussi, dans ce cas-là, s'il transfère donc du grand-parent au petit-enfant, on passe directement à l'étape 3. La troisième étape consiste que lorsque l'enfant est suffisamment âgé, ça peut être à 18 ans, à 25 ans, peu importe la décision du parent ou du grand-parent, la police peut être transférée sans entraîner de disposition présumée. Donc, l'enfant peut sélectionner le bénéficiaire de son choix. Donc, à ce moment-là, quand on est rendu à l'étape 3, le bénéficiaire peut être la succession conjointe d'enfant ou petit-enfant. Là, ici, on ne peut pas continuer la cascade plus tard parce que là, c'est lui qui est assuré. Donc, c'est le titulaire, c'est le petit-enfant, puis l'assuré, c'est le petit-enfant. Et si on avait à l'étape 1, on avait titulaire grand-parent, assuré petit-enfant. Là, il peut transférer à l'étape 2, à l'étape 3. Ici, il ne peut pas le faire. Bien, il pourrait transférer à ses enfants, mais là, il y aurait disposition parce que c'est pas l'assuré n'est pas son enfant à lui, mais bien lui-même. Donc, quand lui transfère sa police à lui, à quelqu'un d'autre, ben, présumé disposition. Donc, définition d'enfant, donc c'est pas juste un enfant biologique. Il y a différents enfants que la stratégie peut fonctionner. Il ne se limite pas uniquement aux personnes mineures. Le transfert doit être un leg, donc quelques points en contrepartie. Ça ne doit pas être vendu. Donc, on ne peut pas dire le grand-parent va céder la police ou transférer la police à son enfant en contrepartie d'une somme donnée. Donc, ça, il y aurait disposition à ce moment-là. Donc, il y aurait un calcul qui serait fait. Donc, ça doit être un leg sans contrepartie. Le transfert doit être direct. Donc, changement de titulaire ou titulaire subrogé ne peut pas passer par la succession ou une fiducie. Ça, c'est très, très, très important. Donc, si ça passe du grand-parent, puis il n'y a pas de titulaire subrogé, puis il n'y a rien qui est indiqué, ça va aller à une fiducie, bien là, ça ne marche plus, ça tombe à l'eau. Ben, le transfert peut être fait, mais il y aura une incidence fiscale. C'est seulement possible, la stratégie en cascade, de le faire avec une police d'assurance vie. Ce n'est pas possible de le faire avec un contrat de rente. Ce n'est pas admissible selon l'ARC. Maintenant, on a vu comment je vais juste voir combien de temps il reste, à peu près 10 minutes. On va regarder quelques points à considérer pour la stratégie. Si le titulaire initial décède sans titulaire subrogé, comme je l'ai dit, la police
fait partie du patrimoine, donc ça va à la succession, puis est cédé à la juste valeur marchande. Donc, la juste valeur marchande, ça élimine le transfert, puis plus la police serait assujettie à des frais d'homologation si vous habitez à l'extérieur du Québec. Mais si le titulaire initial décède et qu'il y a un titulaire subrogé, ben, la police est transférée au titulaire subrogé directement, donc ça ne passe pas par la succession. Puis là, il n'y aura pas d'impact fiscal. Et également, si vous êtes à l'extérieur du Québec, il n'y aura pas de frais d'homologation. Si la police est transférée à un mineur, le revenu tiré de la police serait attribuable au titulaire initial. Donc, si le grand-parent va céder à un petit enfant d'âge mineur, ben, ça va être comme si lui, puis l'enfant encaisse la police, et il y a un retrait sur police, ben, c'est comme si ça serait le parent qui va écoper du paiement fiscal. Si la police est transférée, mais seulement si elle est transférée à un mineur. De plus, si elle est transférée à un mineur au Québec, donc 18 ans et moins au Québec, ou 16 ans partout dans le reste du Canada, il y a perte de contrôle à l'égard de la police. La police est en réalité transférée la propriété au curateur public, ce qui entraîne une disposition également de la police. Excuse-moi. Oui? C'est une question d'un conseiller. Dans le fond, elle demande est-ce qu'on peut désigner une fiducie comme titulaire subrogé? Non. Pour l'ARC, non, on ne peut pas parce que tu n'auras pas le traitement de cascade, là, ça ne marcherait pas. C'est possible de le faire, mais pas avec l'avantage fiscal de transférer libre d'impôt. Si la police est transférée à l'enfant après l'âge de 18 ans de naissance, ben les trois problèmes, ils ne sont pas entraînés, donc il n'y aura pas d'impact fiscal parce que l'enfant est d'âge adulte. Mais à 18 ans, il y a toujours la perte de contrôle de la police. Donc, si tu le transfères quand il est trop jeune, c'est juste à prendre en considération à qui on transfère et à quel moment. Il est en bas de 18 ans, ben, c'est le curateur ou d'autres gens qui ont le contrôle de la police. Mais s'il y a un encaissement de la police, ben, ça va être attribué aux parents. S'il est transféré à l'âge adulte, ben là, la perte de contrôle est faite. Donc là, c'est là que c'est définitif. Tu ne peux pas après rappeler la police, dire oh, il est trop dépensier, je veux avoir ma police. Trop tard, le transfert est fait. Donc, c'est des éléments à considérer. En termes de clientèle cible, si vous cherchez quel type de quel type de clients vont être plus aptes où ils vont trouver la stratégie la plus intéressante, généralement entre 50 et 100 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, il y a des stratégies avec des gens où le grand-parent décide de s'assurer pour faire un transfert. Donc, il pense s'assurer lui-même et mettre des bénéficiaires, ses enfants ou les petits-enfants. Mais généralement, à un âge plus avancé, c'est possible qu'il n'est pas assurable. Donc, peut-être si vous avez des clients que vous avez tenté d'assurer et qui n'étaient pas assurables, peut-être la stratégie peut être une alternative intéressante pour eux. Parce qu'ici, ce n'est pas eux qui vont s'assurer. Eux sont propriétaires de la police. C'est leur enfant ou leur petit-enfant qui sont en train d'assurer. Voyez-vous? Puis donc, le transfert va être fait, mais pas via le capital d'essai. Ça va être via les valeurs de rachat. C'est ça qui va être transféré d'une génération à l'autre. À l'inverse de s'assurer soi-même avec bénéficiaires, les enfants ou les petits-enfants. Donc, généralement, possède un portefeuille appréciable de placements non enregistrés. Donc, ça, c'est des caractéristiques que ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont utiliser leur portefeuille de non enregistré et diversifier ce portefeuille-là en incluant ou en intégrant des polices d'assurance vie sur la tête de leurs petits-enfants. Donc, c'est une façon de diversifier leur portefeuille et évidemment d'éviter de payer de l'impôt sur le gain en capital de ces placements-là ou de l'intérêt que ces placements-là génèrent. Donc, généralement, on va utiliser les titres à revenus fixes
générant des CPG ou des comptes à intérêt élevé. Donc, c'est ces sommes-là qu'on va utiliser pour, dans l'ensemble d'un portefeuille pour allouer à la stratégie en cascade. Ça va de soi, ils n'ont pas besoin de ces actifs pour maintenir leur mode de vie. Ils souhaitent léguer un héritage à leurs enfants, donc ça va de soi. Ils souhaitent éviter les frais d'homologation pour les gens à l'extérieur du Québec. Ils veulent réduire au minimum les risques de contestabilité du testament, tout en maintenant la confidentialité de leur situation financière. Donc, ça, c'est un autre avantage. Donc, ça, c'est à l'extérieur du testament, donc c'est privé. C'est un transfert qui est direct du grand-parent à l'enfant. Si des fois, il y a des chicanes entre familles, donc c'est possible de le faire pour un petit enfant puis pas pour un autre. Bref, c'est pas nécessairement ce que je recommande, mais c'est possible de le faire de cette façon-là. Évidemment, il faut que ça va de soi que les enfants ou les petits-enfants soient eux-mêmes assurables. Donc, souvent, je l'ai fait, j'ai participé dans des dossiers similaires où, effectivement, comme je l'ai dit, le but principal, c'était d'assurer une personne plus âgée. Elle était soit très difficilement assurable, des fois, c'était pas assurable, difficilement assurable, ou s'assurer soi-même. Le coût d'assurance est très, très, très élevé. Donc, si on y va avec quelqu'un de 70 ans, par exemple, 100 000 de capital d'essai en permanent, c'est très dispendieux. Est-ce que c'est plus rentable d'y aller avec cette somme-là, puis y aller en assurant un petit enfant? Le coût d'assurance est minime. Je vais mettre l'option de dépôt supplémentaire, puis les valeurs de rachat vont croître à l'abri de l'impôt. C'est ça que je vais en transférer d'une génération à l'autre. Des fois, ça devient plus optimal. Donc, au lieu de transférer le capital d'essai, on transfère les valeurs de rachat. Qui paye l'impôt au moment du décès? Bien, ça va dépendre pas au moment du décès, au moment du rachat de la police. Parce que s'il y a décès du petit enfant, c'est lui qui est assuré, ben ça va être au bénéficiaire. Donc, ça, c'est comme une police traditionnelle. Il n'y a pas d'impact. Le moment du rachat, c'est l'adulte qui fait le rachat. Comment c'est imposé? Ben, on va regarder ici, là, si c'est à l'étape 1, 2 ou 3. Si c'est à l'étape 1, si le grand-parent lui-même fait le rachat, ben, généralement, c'est valeur de rachat moins le coût de base rajusté s'il y a gain sur police. Mais si le rachat est fait à l'étape 1, généralement, c'est au début du processus. La valeur de rachat n'est pas très élevée. Coût de base rajusté est très élevé. Donc, valeur de rachat moins coût de base rajouté, c'est moins que 0. Donc, il n'y a pas d'incidence fiscale au rachat ici. Donc, si le grand-parent change d'idée. Si le parent fait un rachat pour financer les études, par exemple, de leur enfant à eux, donc c'est eux qui sont propriétaires, ils font un rachat de police. Donc, ici, il peut avoir une incidence fiscale parce que ici, la valeur de rachat est assez significative. Ça va dépendre du coût de base ajusté, il est rendu à combien. Il peut avoir un petit impôt à payer, mais ça va être au deuxième, aux parents qui va être impacté par le transfert. C'est considéré un revenu, la différence entre la valeur de rachat moins le coût de base ajusté. C'est rendu à la troisième étape, il y a un rachat, ben là, ça va être, si l'enfant il est majeur, donc 18 ans et plus, ben c'est lui qui va avoir l'incidence fiscale. Donc oui, ici, après autant de temps, présumons 15, 20, 30 ans de temps qui a écoulé, ben ici, la valeur de rachat va être très grande, coût de base ajusté va tendre vers 0, donc ça va être considéré comme un revenu pour le petit enfant qui est majeur, je répète. S'il n'est pas majeur, ben, ça va être attribué aux parents. S'il est majeur, ça va être lui. Mais généralement, le taux d'imposition d'un jeune adulte sont beaucoup moins élevés. Donc, beaucoup moins élevés. Ceci étant dit, le retrait n'est pas forcément la meilleure option pour avoir accès aux liquidités. C'est une option, donc le rachat ou le retrait partiel. Il peut avoir également un prêt sur police. Le prêt sur police, c'est on peut emprunter jusqu'au coût de base rajusté sans incidence fiscale. Donc,
du coût de base jusqu'au au montant du coût de base rajouté, on peut faire un prêt sur police. Donc, on demande à RBC de prêter de l'argent sur la police. Donc, c'est possible de le faire jusqu'au coût de base rajouté sans incidence fiscale. Ou également de faire un prêt en collatéral. Donc, on va céder la police en garantie. On va emprunter une somme d'argent en collatéral dans une institution financière externe à l'assureur. Et ceci n'engendre pas un impact fiscal. Ça peut être l'option. Le paiement de ce prêt-là, souvent, va être moins élevé. Donc, le coût d'intérêt, si c'est moins élevé que l'impôt à payer, bon, ça devient rentable. Ça peut être payé, soit remboursé au décès ou à tout moment que le petit enfant génère les sommes nécessaires pour rembourser le prêt. Donc, ça peut être une autre façon de le faire. Donc, quel est le résultat de la mise en place de l'approche en cascade? C'est transfert de patrimoine d'une génération à l'autre. On a réduit l'impôt à payer. Réduction des frais d'homologation parce que ça ne passe pas par la succession pour les résidents hors Québec. Création d'un portefeuille d'assurance pour enfants à un coût minime. Donc, on le fait pour un enfant très, très jeune. On a également et surtout protéger l'assurabilité de l'enfant à un très jeune âge parce qu'on a souscrit généralement un plus gros montant parce que le coût était moins cher. Et chez RBC également, avec la garantie d'assurabilité, on a garanti un 500 000 potentiellement d'additionnel qui peut être exercé au long de sa vie. Donc, transfert de patrimoine d'une génération, réduction de l'impôt, réduction de frais d'homologation, puis on a créé un portefeuille d'assurance. Donc, il y a 3 options. Je vais y aller rapidement sur les options qu'on a disponibles. On a un paiement 10 ans, 20 ans, 100 ans. On a également 2 versions, donc croissance, croissance plus. Donc, en tout, il y a 6 différentes options à décider selon le choix des parents. Mais on a vu si vous voulez choisir c'est quoi la bonne approche, bien, vous pouvez vous référer à moi. Ça va me faire plaisir de vous assister pour le choix puis comment le monter. Généralement, ce que je vais vous demander, c'est quoi le budget là, que votre client a ou qu'est-ce que vous voulez présenter à votre client. Puis là, je vais travailler de reculons là, à trouver la stratégie maximale. De quoi d'important, puis je veux juste le faire très, très, très rapidement en 30 secondes d'écart. Nos temporaires. Donc, on a des taux très concurrentiels pour nos temporaires. En haut de 500 000 de temporaires, on est très, très compétitif. On est quasiment toujours dans le top 3 en termes de coût de la prime temporaire. Il nous reste une option de transformation partielle. Donc, ce que ça permet de faire, c'est les clients peuvent transformer une partie de l'assurance temporaire existence en une nouvelle police permanente. Puis la balance du temporaire, ils peuvent le reconduire en avenant dans la nouvelle police permanente en repartant un nouveau terme, sans exigence de tarification. Donc, quand le client est à la fin de son terme de temporaire, bien, il peut repartir un nouveau terme sans preuve d'assurabilité, puis sans que ça l'aille dans le coût de renouvellement de l'assurance. Ça va? Puis le terme, il n'y a pas besoin d'être pareil. On peut partir avec un T20 puis se ramasser en avenant un T10. Okay. Autre petite question, Nelson. On me demande si on peut avoir si les conseillers vont pouvoir avoir la présentation. Oui. Je peux te l'envoyer, Sébastien. Est-ce que tu peux la partager avec les auditeurs? Donc, oui, je vais vous envoyer la présentation. Elle est en PDF. Elle va être en PDF. Donc, parfait. C'est correct, je vais te l'envoyer sous peu. Donc, ça, c'est pas nécessaire. Ça, c'est l'équipe de vente. Donc, je vais laisser cette slide-là ouverte à l'écran. Donc, pour vous, ici, c'est le bas. Donc, c'est moi qui couvre Québec et Ottawa pour les conseillers IDC. Sinon, vous avez votre wholesaler respectif ou votre conseiller principal à la vente respectif ici. Je travaille également avec l'IS Benchable, donc c'est coordonné au bas. Donc, pour moi, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié.
Comme toute présentation, si vous avez aimé ça, ben merci. Tant mieux. Si vous n'avez pas aimé ça, ben tant pis. On fera mieux la prochaine. Merci beaucoup, Nelson, infiniment. Merci à tous les conseillers d'avoir été présents aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on quitte? Est-ce que... Excellent. Donc, comme précisé, moi, dans le fond, je vais aller chercher vos courriels. Je vais vous envoyer là, la présentation, là, comme on vient de le mentionner. Fait que dès que Nelson va me l'envoyer, je vais vous la retourner. Et puis, sur ça, je vous souhaite de passer une belle journée.